Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Alors, bienvenue chez Malo, encore une fois. Si c'est votre première, merci de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube afin de voir les archives de toutes les autres émissions, alors des émissions précédentes. Nous sommes également disponibles en audio sur Spotify et via la plateforme de Balado Québec. Aujourd'hui, spécial construction. Je reçois deux dirigeants qui pataugent dans le milieu de la construction, mais de façon totalement différente. Et sans plus tarder, je les intègre à la discussion parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. J'ai très hâte de vous les présenter. Donc, les voici, les voilà. Voici notre premier invité. Notre deuxième, les gars sont là. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Salut, Jannick. Bon, tout le monde, le son de tout le monde fonctionne relativement bien. On est habitué avec les nouvelles technologies maintenant. Vous êtes des adeptes des réunions sur Zoom maintenant? On n'a plus le choix. C'est une obligation aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, je vous les présente. Tout d'abord, j'ai mentionné d'entrée de jeu, messieurs, que vous étiez dans le domaine de la construction, mais de façon différente. Deux directeurs, deux dirigeants d'entreprise relativement jeunes. Alors, ça fait du bien de voir ça. On est en train de les tasser tranquillement, pas vite. On est en train de les tasser. Alors, tout d'abord, président, directeur général de Construction Longer, Pierre-Luc Auclair. Bonjour. Bonjour, Jannick. Président, directeur général, c'est un titre qui va bien, mais qui est relativement nouveau dans la dernière année, qui a été officialisé. Oui, exact. Depuis le 1er janvier. Donc, on se préparait. On se préparait à la transition, puis on a mis ça effectif. Puis, donc, cette année, le COVID apporte ses challenges comme première année. J'allais dire, le titre est arrivé comme un cadeau du jour de l'an. On est moins sûr, 3-4 mois plus tard, que c'est un vrai cadeau. En tout cas, on va revenir là-dessus. OK, c'est encore certain, mais ça demande un nouveau plan de match. Voilà. Construction Longer, on va dire que c'est probablement le plus gros joueur dans votre domaine. Vous êtes dans la construction principalement commerciale. Vous êtes maintenant dans les infrastructures routières. Vous décrochez des contrats également d'autoroute, ou en tout cas au moins pour ce qui est de l'élaboration des viaducs, par exemple. Oui, exact. On se concentre sur les structures. On a un joueur important en Estrie, oui. On n'a rien on n'a pas la taille des Pomerleau et ABC de la construction. C'est vrai. Mais en même temps, partout au Québec, les gens savent qui vous êtes maintenant. La Construction Longer, vous êtes un joueur quand même important dans votre domaine. On présume. Je pense qu'on rayonne bien en fonction de la façon qu'on fait les affaires. Et je pense que c'est quelque chose que nos clients apprécient. Donc, je pense qu'on rayonne bien, mais on fait pas on valide pas, puis on y va avec la demande qu'on a. Puis en ce moment, on a une excellente demande, puis on fait tout pour répondre à celle-là. Ah ben c'est excellent, on va avoir du positif, c'est ce qu'on veut sur cette émission-là. Notre deuxième invité, les deux se connaissent parce que je suis passé en face de chez Construction Longer cette semaine. J'ai vu du papier Anctil sur une rallonge derrière, donc présume que c'est un fournisseur, on va le dire comme ça. Il est directeur général de Usiome, une usine de fabrication. Donc, je disais que dans le domaine de la construction, mais de façon différente. Alors, bonjour David Anctil. Bonjour. Bonjour. On ne fera pas comme si on ne se connaissait pas quand même. Ça serait de l'hypocrisie. On a été élevés dans le même magasin général. On s'est traîné le fond de culotte au même endroit à Saint-Denis-de-Brampton. Usiome, qui est une composante de ce qu'on appelle maintenant le groupe Anctil, qui est propriétaire de plusieurs centres de rénovation, Saint-Denis, Magog, Granby également. Oui, on a trois magasins plus l'usine où je suis directeur général présentement. Combien d'employés au groupe Anctil à peu près? On est maintenant 400 employés. Quand même. Chez Longer? En ce moment, on est peut-être 140, 135, 140. Puis c'est pas mal, on se maintient. On est une équipe de bureau, une trentaine de personnes au bureau, puis la différence sur les chantiers. On n'a pas atteint encore notre pic, mais on se tient là-dedans. Oui, parce qu'habituellement, l'été, vous devez avoir... c'est là que les contrats se font. Maintenant, ça se fait à l'année, mais il y a quand même encore un pic pendant l'été.
Ouais, c'est un peu ça que j'allais dire. L'été a décalé un peu. Là, on est plus août-septembre, le vrai gros pic. Mais c'est en période de pointe qu'on va monter 150, 155. Parfait. Alors, messieurs, d'abord, comment ça se passe? Je vais commencer avec Pierre-Luc parce qu'il y a eu une reprise dans le milieu de la construction. La direction de la santé publique a autorisé certaines choses. J'imagine que vous êtes remis dedans depuis une semaine ou deux? Ouais. Bien, on a eu une grosse baisse avec l'arrêt de la fermeture des chantiers et la fermeture de plusieurs de l'économie, si on veut. Oui. Mais on a gardé une équipe réduite. On a eu quelques demandes pour le CHU à Sherbrooke, des travaux à faire pour adapter leur espace de travail. Et pareil, dans les épiceries, l'installation de plexiglas que plusieurs ont croisé, mais on en a fait plusieurs chez Lobla, Provigo, qui est la même branche, chez Sobeys aussi. Donc, ça, on a fait. Et durant tout l'arrêt, ben, on s'est assuré d'être prêt pour le redémarrage. Donc, on avait une équipe très réduite, mais on était en télétravail. On continuait d'avancer nos projets, faire nos échéanciers, valider les budgets, valider les impacts pour essayer de rassurer nos clients avec les questions qu'il y avait. Pour le chantier, ben, préparer des stations de lavage, préparer les visières, préparer tout ça. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de travail de préparation pour être prêt au redémarrage. Et je suis content de dire que le redémarrage va très bien, en grande partie à cause des moyens qu'on a pris pour se préparer et être justement prêt pour servir nos clients. Bien évidemment, chez Longer, vous êtes très axé également sur la formation. Vous l'étiez déjà parce que vous développiez votre propre main-d'œuvre. Je pense que les écoles ne fournissaient pas à la demande, là, parce qu'il y a une époque très lointaine, genre il y a 2 mois, où on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Alors aujourd'hui, on était à 17-20 % de chômage, mais avant le 13 mars, ce n'était pas le cas. Et vous étiez très axé chez Longer sur la formation du personnel. C'est sûr qu'on prend des travailleurs qui ont une formation avec la CC en charpenterie ou Oui. ont fait ça. Puis après ça, nous autres, c'est qu'on ait des formations à l'interne pour bonifier tout ça puis s'assurer qu'on puisse offrir le meilleur service à nos clients. Donc oui, que ce soit en santé et sécurité, en méthode de travail, ainsi de suite, bien, on fait tout ce qu'il faut pour avoir notre équipe la plus performante. Et durant le confinement, on a utilisé des moyens vidéo. On faisait des capsules vidéo tous les vendredis, notre point de presse interne, si on veut. Ouais. Pour notre personnel, les garder au courant des mesures qui s'en venaient. Puis on a fait ça séquentiel tout au long de l'arrêt pour que quand on est reparti lundi, bien, que tout le monde soit préparé et connaisse les nouvelles règles d'avance pour ne pas prendre personne par surprise puis faire un nombre de chocs. C'est quoi l'écho sur le chantier? Est-ce qu'on trouve ça compliqué? Est-ce que, étant donné qu'il y a eu une formation, j'imagine que vos contremaîtres ont tout de suite embarqué, mais ça a un impact sur les employés? Oui, bien, en ce moment, ça va très bien. En grande partie avec ce que Sylvain Ouellette, notre directeur des opérations, a fait au chantier pour préparer justement notre équipe avec s'outiller puis apprendre tous les désinfectants, des choses comme ça. Fait que ça l'a rassuré beaucoup notre personnel et on l'a fait aussi pour le faire puis assurer leur sécurité, ce qui est primordial. Évidemment. Et nous, ce qu'on voit, oui, il y a des questions, tout ça, par rapport au fonctionnement, parce que c'est plus comme avant. Mais je pense que le fait d'informer d'avance puis d'y aller séquentiel, bien, nos travailleurs on a su les rassurer puis leur donner confiance à ce qu'on fait là. Parce qu'on a toutes sortes d'informations dans les médias, fait que les craintes sont nombreuses, c'est normal. Voilà. Notre travail, c'est de tout faire pour être capable de reprendre les travaux et diminuer justement ces craintes-là et ces questions-là. C'est excellent. Chez vous, David, corrige-moi si je me trompe, mais ça n'a pas arrêté longtemps si ça a arrêté parce que vous êtes en usine, vous aviez des contrats même pour l'exportation parce que, on va le mentionner, vous fabriquez des murs, des fermes de toit également, vous êtes dans le préfabriqué, là. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on fait des produits destinés à la construction. On n'est pas des gens qui font de la construction, mais nous, on va vendre, comme justement à Construction Longer, des produits qui sont destinés pour la construction. Voilà. De la période de l'annonce du COVID avant la fermeture, déjà là, on avait mis certaines mesures en place pour nos gens. Et quand on a eu l'annonce qu'il fallait tout fermer, mais nous, on avait des projets en exportation. Donc, on a fermé environ l'usine 2 jours. On a eu une dérogation du gouvernement pour pouvoir continuer à faire
nos produits d'exportation seulement. Donc, on était en effectif réduit pendant toute la période du confinement jusqu'au retour de le redémarrage de la construction résidentielle. Donc là, on a pu recommencer graduellement à rembaucher nos gens, là, à les reprendre. Je sais, entre autres, que vous aviez embauché l'an dernier une dizaine de travailleurs mexicains. Oui. Vous avez fait les démarches, ils ont même un bâtiment où ils séjournent, vous regardez pour acheter probablement un immeuble si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ils étaient très, très bien traités. Eux, à ce moment-là, ils travaillaient là, lorsque les mesures de confinement ont été annoncées. Oui, parce qu'il y avait une première, on avait demandé, l'an passé, on avait 10 personnes dans du Mexique pour nous. Cette année, on en voulait 15. Donc, il y a une première vague de 8 travailleurs qui sont arrivés. On avait déjà acheté une deuxième maison près de l'usine, dans le parc, juste à côté du parc industriel. Mais la deuxième vague de travailleurs n'a pas pu se rendre à cause du confinement. Donc, on avait nos 8 travailleurs qui étaient ici. Eux n'ont pas arrêté de travailler là, de la période. Toujours avec les distanciations et la sécurité pour nos travailleurs. OK. Évidemment, les mesures dans l'usine ont été mises en place. Comment ça a été reçu de la part des employés? Est-ce qu'il y avait une crainte? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas voulu revenir au travail? Parce que le gouvernement insistait beaucoup sur le fait que c'était sur une base volontaire, entre guillemets. Là. On a beaucoup, dans la bureautique en haut, les techniciens, ces gens-là sont plus en télétravail. Oui. Dans l'usine, les premières semaines, on était sur base volontaire. Puis après, on a l'autorisation de partir au complet. Donc, on dit aux gens, il faut revenir travailler. Mais c'est sûr que beaucoup de mesures qu'on a rajoutées, beaucoup de lavabos pour le travail. Les heures de pause on a mis sur 3 heures de pause pour c'est une distanciation dans la salle de dîner. On a fait beaucoup de mesures comme ça. Les masques étaient volontaires, on les fournissait. S'il y en a qui en veulent, on fournit les masques. Mais ce n'est pas tout le monde. Nos stations de travail sont quand même assez distantes. C'est des gros produits qu'on fabrique. Donc, chaque travailleur a une bonne distanciation entre eux dans notre usine. C'était ce qui facilitait le retour au travail et ce qui sécurisait les gens. Mais je vous dirais qu'en majorité, ils étaient très contents de revenir travailler. Oh, il y avait hâte de... Surtout ceux qui ont des enfants à la maison, on a-tu hâte de retourner travailler? Non, mais à un moment donné, ça devient quand même... on aime ça avoir cette routine-là. Peut-être que ça permet d'apprécier son travail aussi, parce que c'est bien beau de dire « je suis arrêté », mais à un moment donné, c'est un peu contre nature de dire je vais arrêter ». Les commandes chez Usium, tu as mentionné que, vous aviez des commandes en provenance des États-Unis qui, eux, n'ont pas arrêté tant que ça non plus, là. Eux n'ont pas arrêté du tout. Il y a certains projets qui ont décidé l'entrepreneur général a décidé de fermer de lui-même, mais n'était pas obligé. Mais ça n'a pas été très, très long qui ont réouvert et ont recommencé. Je vous dirais qu'il n'y a aucune barrière pour la construction aux États-Unis. Ça restait à plein régime. C'était sur base volontaire des généraux de fermer ou de rester ouvert le chantier. OK. Alors, est-ce qu'actuellement, c'est le gros de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez écopé un peu avec le Québec, l'arrêt du Québec? On parle toujours d'une pointe de tarte de commande. Les États-Unis représentent 25 de notre chiffre d'affaires. OK. On ne peut pas aller plus que ça parce qu'on veut toujours desservir notre clientèle canadienne, québécoise surtout. Mais c'est sûr que ça a affecté notre chiffre. On a eu une baisse, mais au moins, ça a quand même rencontré nos frais puis et tout. Donc, ça a été très bien pour ça. OK. Est-ce que ça a l'air de vouloir, je pose la question aux deux, d'abord Pierre-Luc, vous avez des contrats, entre autres, gouvernementaux, il y a le prolongement de la 410 ici en Estrie, et j'imagine que ça, va falloir que ça se fasse, là, COVID ou pas. Oui, exact. Dans le fond, c'est juste la date de fin qui change vu la suspension. Donc, ça continue. Ça, on ne peut pas arrêter. Puis, de toute façon, on veut finir le projet pour passer à d'autres. Nous, notre plus grosse crainte, c'est tout ce qui est annoncé par les gouvernements d'injecter puis de pousser la construction. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a été arrêté un bon bout de temps puis on n'a pas avancer ou compléter les projets, donc d'en prendre des nouveaux. C'est là qu'on a hâte de voir comment ça va être apporté dans le marché. Mais c'est encourageant de ce qu'on a comme information que la construction va pouvoir continuer et être un moteur économique pour le Québec. Mais après ça, c'est juste de voir la vague, elle va arriver à quelle ampleur. Mais on se prépare.
on se Ouais. prépare pour être capable de l'apprendre. Fait que c'est pour ça qu'on met autant d'emphase sur nos chantiers, à ce qu'on continue d'avancer à pleine cadence, puis de tout régler les questions de notre personnel au fur et à mesure pour garder une bonne productivité puis un bon fonctionnement. Fait que à date, on voit ça positivement. Privé, ben là, il y a plusieurs qui sont en réévaluation sur certains dossiers qui étaient à l'étude. Les dossiers qui étaient en marche sont complétés. Donc, c'est tout ça. Il y a toute la question aussi du financement privé ou des institutions bancaires qui, eux autres, ils veulent voir aussi comment que ça va aller, tout ça. Fait qu'avant de prendre des nouveaux mandats de financement, ben, ils veulent attendre un peu. Donc, les projets sont en démarrage ou en évaluation sont un petit peu ralentis par ça. Mais sinon, ça, overall, avec ce que le public s'annonce, je pense que ça va être quand même. On va passer à travers. Ouais. On passe à travers. La main-d'œuvre était un problème avant le 12 mars, le 13 mars, là, disons-le comme ça. Moi-même, je donnais des conférences pour des organismes, des entreprises qui avaient de la difficulté à tirer de la main-d'œuvre. Les gens assistaient à ça pour mieux se vendre auprès des employés. Là, 17 à 20 de chômage, là, on peut jouer un peu avec les chiffres, mais est-ce que c'est une problématique, entre guillemets, qui va être qui va moins vous toucher maintenant? Par exemple, David, chez Usion? Présentement, tu as raison, Yannick. Juste avant le COVID, on avait beaucoup de misère à avoir du personnel. Puis là, on a beaucoup de CV. Qui entrent. On a des beaux CV. Fait que c'est vraiment plaisant là, de pouvoir monter ses équipes, stabiliser ses équipes, puis pas continuer. Là. OK. Alors, à ce moment-là, oui, parce que je l'ai mentionné, là, toute votre démarche à l'immigration qui était coûteuse, mais qui vous a donné quand même une bonne main-d'œuvre, mais c'était pas nécessairement le premier choix. Au départ, quand on est rendu à ce processus-là, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ici au Québec. Là, maintenant, tu me dis que vous recevez quand même des bonnes candidatures, probablement des gens qui ont été mis à pied ailleurs. Et c'est sûr que pour nous, l'immigration, l'immigration de travailleurs, ça a été une chance qu'on a eue. Mais maintenant, on a plusieurs CV de travailleurs que les entreprises qui sont soit fermées ou qui ne rouvrent pas immédiatement. Donc, les gens viennent porter leur nom, puis on a des excellents travailleurs. Chez vous, Pierre-Luc, chez Construction Longer, je sais que ce n'est pas une tradition, mais dans le passé, il vous est souvent arrivé d'intégrer d'anciens contracteurs, des gars qui étaient à leur compte. Puis, à un moment donné, vous alliez les chercher en disant, ben, tu nous feras un bon contremaître. Vous avez un actionnariat où il y a même d'anciens contracteurs qui ont joint l'équipe Longer il y a quand même un certain nombre d'années. Pensez-vous que vous allez avoir ce genre de CV-là? Parce qu'on regardait la situation de contracteurs, par exemple, dans le résidentiel, qui était en panique parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de fermer aussi longtemps. Bien, on ne fait pas de sollicitation. On laisse venir les choses, puis on les évalue comme ça vient. Puis si on a un potentiel de bonifier l'entreprise avec ces demandes-là, j'ai hâte de voir parce que on entend il y en a plusieurs, je veux pas, le secteur de la construction, il va changer dans les prochaines années. Puis je pense que David et moi, on a un visage un peu plus jeune, puis on va voir l'évolution de tout ça. Il y a certaines entreprises qui n'avaient peut-être pas de plan de relève, qu'on va voir qu'est-ce que ça va faire. Ceux qui se rapprochaient d'une retraite, ils vont peut-être accélérer ça parce qu'ils ne veulent juste pas s'embarquer dans les nouvelles mesures. Ils vont terminer le mandat, puis ça va finir là. Et on a hâte de voir. En ce moment, on n'a pas de sollicitation en ce sens-là. Peut-être que ça va venir. On entend tellement d'informations ou tellement de choses qu'on on laisse aller et on prend le temps d'y digérer au lieu de réagir au fur et à mesure qu'on va les entendre. Mais on anticipe que c'est une possibilité, mais on ne fait pas de sollicitation à aller essayer d'englober une autre entreprise ou fusionner, tout ça. Donc, pour le moment, on laisse aller les choses parce qu'on veut stabiliser aussi, nous, notre carnet de commandes
et faire travailler notre monde avant de commencer à regarder des acquisitions, des choses comme ça. Fait qu'on stabilise ce qu'on a là. On a toujours eu un peu cette approche-là de stabiliser, croissance, stabiliser, ainsi de suite. Donc, on veut continuer en ce sens-là, mais on va voir comment que le marché va réagir. Puis, le succès, c'est être capable de s'adapter. Fait qu'on va réagir en ce temps-là. As-tu l'impression que ce sont les gros qui vont, comme c'est souvent le cas, qui vont réussir à passer à travers ça plus facilement? Bien, pas nécessairement, parce que gros veut dire aussi Structure. grosse structure et gros coût. Donc, tout ça mis ensemble, ça peut être un problème. Des fois, quand on est plus petit ou très petit, mais ça peut être la même chose que là, tu n'as pas assez. Fait que je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense qu'on est dans une bonne position en termes de grosseur pour être juste assez versatile puis avoir encore la force d'une PME. De pouvoir avoir une structure décisionnelle qui est plus rapide puis qu'on est capable de justement s'adapter rapidement. Donc, j'anticipe notre position positivement, puis on va essayer de garder ça comme ça. OK. Justement, tu as mentionné là, que vous étiez de jeunes dirigeants. Vous avez une chose en commun, c'est que les entreprises que vous représentez là, respectivement ont eu un bon plan de transition, un plan de transition vers de jeunes actionnaires. Je sais que chez Longer, c'est le cas. C'est ton père qui était le président directeur général avant, mais vous avez un actionnariat qui est relativement jeune, assez diversifié aussi, qui ne sont pas tous de la famille Auclair. David, au Groupe Anctil, j'ai été servi l'autre jour par le fils de ma cousine, puis là, je disais, ouais, OK, là, on est rendu à 5e génération. Bon, et là, j'en revenais pas. C'est moi qui ai rendu vieux. Alors, là aussi, il y a vraiment une relève, ce qui est vrai, ce qui est assez rare quand même, parce qu'on disait qu'au cours des prochaines années, il y a à peu près 10 000 entreprises, toute industrie confondue au Québec, qui n'avaient pas de relève. Alors, chez vous, le fait d'avoir une jeune relève, je pense que c'est un plus aussi, là. Si la tendance se maintient puis la relève de la 5e génération avance comme ils sont là, il va falloir faire d'autres magasins et d'autres usines. Pour que la chicane ne prenne pas. Tout le monde veut un magasin ou une usine, donc il va falloir vraiment repenser notre plan pour la 5e génération. Là. Vraiment, vraiment. Ben moi, j'ai une suggestion. J'ai une suggestion. Il y a l'Est de Sherbrooke où il n'y a pas tant de compétiteurs que ça, puis je trouve que ça cadrerait bien. Mais on a les yeux ouverts. Sérieusement, vos parents respectifs étaient dans l'action il n'y a pas si longtemps. Comment ils réagissent à ça, eux qui ont vécu peut-être pas quelque chose d'aussi majeur, mais quand même des récessions au fil des années? Pierre-Luc, ton père pense quoi de ça? Est-ce qu'il est encore impliqué dans l'entreprise? Oui, puis c'est un peu ça aussi qui fait que veut pas, une entreprise comme la nôtre, c'est un gros changement et Luc, son rôle a changé, mais il est encore présent dans l'entreprise. Il est à 4 jours semaine. Il décide de prendre ses vendredis. Il se prend un peu plus de temps pour lui, mais c'est ce qui fait aussi que j'ai de l'air peut-être aussi calme dans la situation qu'on est là parce que j'ai quand même une excellente ressource pour justement questionner, demander son input, ces choses-là. Puis ça, je le remercie beaucoup parce que ça m'aide dans mon rôle. Et justement, des fois, on en parle, puis il dit, regarde, j'ai jamais vécu une chose comme ça. Des fois, on voit des comparaisons avec 1929, ce qui anticipe comme crise économique qui s'en vient. Parce que là, on parle, oui, de la crise pandémie, mais la prochaine vague, il y a beaucoup d'économistes tout ça, qui se grattent la tête assez sévèrement, à s'arracher les cheveux. Et c'est là que nous, on doit protéger notre entreprise et se préparer le mieux possible. Puis là-dessus, je suis très, très content de pouvoir encore compter sur mon père pour justement discuter de ces points-là puis travailler un peu ensemble pour se faire une vision. Et l'équipe de direction qu'on a, comme tu disais, on l'a diffusé sur notre site, sur notre page Facebook en début d'année. Mais on est une équipe jeune, mais on essaie de se servir un peu de notre synergie de groupe pour justement sortir les idées de tout le monde. Philippe Forêt qui a pris le rôle de directeur exécutif, Julie Fouquet, Rémi Bouchard, Tim Normandin, Sylvain que tu as déjà rencontré. Certainement. Steven Chabot, tout ça. Fait qu'on est une bonne gang qui fait que tous ensemble, et mon père, comme je disais, mais on est une excellente équipe qui fait qu'on l'utilise et ça nous permet de
rester fort dans cette étape-là. C'est peut-être la grande différence avec les générations précédentes où la direction, c'était une personne, souvent un gars, à la tête et qui prenait toute la pression. Même s'il y avait de bons directeurs, au groupe Anctil, c'est un peu, c'est un peu le même cas que chez Longines, dans le sens où vous êtes quand même une bonne équipe. Là, on voit qu'il y a une équipe d'actionnaires et des employés qui sont là depuis 30 ans et plus, là, parfois. Oui, on a encore des employés qui font 30 ans, qui ont passé leur vie chez nous. Ça va devenir rare, de plus en plus rare, mais Oui. on a encore des gens de longue expérience. On a des actionnaires aussi qui aident, comme Pierre-Luc disait, un peu dans le support de toutes les décisions, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le plus gros mange le plus petit, c'est le plus vite mange le plus lent. Aujourd'hui, il faut prendre des décisions rapides, il faut se revirer de bord sur... Ça prend des structures légères, mais ça prend beaucoup de gens avec des bonnes idées, il faut les écouter. Avant, c'était plus des dirigeants uniques. Maintenant, on essaie de travailler en équipe pour avoir la meilleure décision d'équipe. Oui, je parlais du père de Pierre-Luc. Le tien avait réduit aussi son temps de travail. J'imagine qu'il n'est jamais trop loin du téléphone, par exemple. Non, il appelle souvent. Mais ma mère et mon père ont respectivement 70 ans, toutes les deux. Le COVID ont décidé, eux autres même, de se mettre en confiner. Oui, je les ai aidés un petit peu parce qu'il est encore prêt au travail. Mais mon père avait diminué un peu son temps de travail. Ma mère, elle était très, très active. Oui. Et là, présentement, ça fait plusieurs semaines qu'ils ne sont pas venus à l'entreprise, mais on leur parle régulièrement. Ça laisse... ils voient ça très bien, là. Ils prennent goût, là, tranquillement, là. Bien, ça aura peut-être ça de bon en ce sens qu'ils vont peut-être réaliser que la planète Anctil continue de tourner quand même, malgré tout. Puis, tu sais, on parlait d'histoire, une entreprise qui a 85 ans d'histoire, qui a démarré en 1935 au milieu de la plus grande crise économique de l'histoire avant, probablement aujourd'hui, qui a traversé la Deuxième Guerre mondiale, qui a été ravagée par un incendie fin des années 90. Il devait avoir un peu d'anticorps quand même pour traverser ce genre de crise-là. Si on regarde historiquement, vu l'entreprise a commencé dans une des plus grosses crises économiques, on dirait que mon père m'a toujours dit que quand il y a une récession, c'est là qu'il y a les meilleures années. Nos années sont très bonnes pendant les récessions. On dirait que c'est peut-être la mise au monde dans la pire récession qui a fait que dans des crises comme ça va très bien. Bien, je regarde les files d'attente qu'il y a devant les centres de rénovation, là, les vôtres, mais les autres aussi. Il y a des gens qui s'ennuient chez eux et qui ont décidé de repeinturer, là, de toute évidence, parce que, je ne sais pas, tu es plus à l'usine de maison, mais évidemment, vous parlez, ça doit pas aller trop mal, parce qu'avec les épiceries, les centres de réno, ça semble avoir la cote, là. Bien, c'est sûr que moi, je suis plus basé à l'usine, mais je vais souvent, mettons, à Magog ici, parce que le Rona Magog est à une rue de l'usine. Donc, je vais souvent au magasin voir ce qui se passe, comment ça se passe, les mesures qu'on a mises en place. J'ai des excellents directeurs généraux, mais je vois ce qui se passe dans les magasins. C'est vraiment impressionnant. Les gens ont beaucoup de travaux chez eux à faire. Beaucoup plus de gestion dans les commerces au détail que dans l'usine, j'imagine. Pour les horaires, la gestion de la autres. proximité, oui, parce que les gens ne sont pas statiques comme dans une usine. Les gens se promènent d'un allée à l'autre, ils se croisent. C'est un petit peu plus de gestion. Mais ça va quand même bien parce que les clients sont réceptifs aux mesures, ils comprennent bien et toutes les entreprises ont mis des mesures similaires. Donc, les gens sont habitués. Excellent. Je veux qu'on parle maintenant de l'après, parce qu'il va y avoir un après. Bon, il y a différents courants de pensée. Certains disent que tout va revenir comme avant, mais il y a quand même des choses qui vont relativement changer. Et comme vous êtes des acteurs du monde de la construction, vous voyez ce qui se construit depuis des décennies, particulièrement dans le commercial. Là, on parle de plus en plus de télétravail. Il y a des entreprises qui commencent à réaliser que, être au centre-ville, que ce soit de Montréal, Sherbrooke, Laval, peu importe, c'est assez coûteux, alors que les employés font à peu près la même chose de chez eux, à pas mal moins cher le pied carré. Pierre-Luc, comment ça va se passer, la construction? Je regarde une ville comme Sherbrooke qui injecte des dizaines de millions de dollars pour revitaliser le centre-ville. Il y a des consortiums avec de gros immeubles à étages. Est-ce qu'on va être encore là après le COVID? On se la pose, cette question-là, Yannick. Ouais. J'aimerais savoir la réponse, mais
avec tout ce qu'on a, on voit autant sur les réseaux ontariens, ces choses-là, on voit un peu la dynamique que le marché prend, juste les grands centres, Montréal, tout ça. Les gros bâtiments, mais on n'a pas ça en Estrie, là, mais des méga projets où il y a la très, très forte densité, ça va peut-être être moins en vogue, selon mon opinion personnelle. Effectivement. Que le monde va peut-être être moins enclin à travailler dans. Mais tu sais, ce qu'on a en Estrie, je pense qu'on n'a rien qui se rapproche des problématiques que les grands centres pourront avoir dans les prochaines années. On a quand même de l'espace en Estrie, même si on a des multi-étagers à certaines places, mais on reste quand même qu'on a beaucoup d'espace et des milieux de vie intéressants. L'aménagement des bureaux, bien là, on va voir peut-être que les tendances des aires ouvertes vont disparaître puis ramener ça à des bureaux fermés pour ça. Nous autres, on avait pris ce pari-là il y a longtemps et on est très content d'avoir gardé cette position-là. On a des espaces, on a de la place, puis chacun a son espace de travail personnel. Juste mettre sur l'absent. Excellent. David, comment tu vois ça, toi, de ton côté? Parce que la différence peut-être un peu avec Longé, je sais que Construction Longé fait à l'occasion du résidentiel, c'est souvent pour faire plaisir aux clients. Ben, c'est du gros résidentiel aussi, on va le dire. Ben, on répond à la demande, on ne s'affiche pas, mais on va le faire. C'est pour des besoins particuliers. On veut pas prendre ce marché-là d'assaut. On le fait pour nos clients qui nous le demandent, mais sinon ça. Puis on a l'expertise pour ça. On a deux personnes, deux contremaîtres qui font pratiquement ça à l'année. Au bureau, on a quelqu'un qui fait ça assez régulièrement. Donc, on n'attaque pas ce marché-là. Mais quand on a une demande, on le fait. Effectivement. David, vous avez des plans de maison plusieurs fois par jour dans les mains. Votre équipe est très axée. Vous faites du commercial, mais vous êtes très résidentiel. Les clients particuliers viennent vous faire compter leur construction. De quoi ça va avoir l'air? Est-ce que maintenant, les plans de maison vont inclure un espace de bureau un peu séparé avec une entrée indépendante? Là, je pense tout haut parce que je vois que des gens sont en télétravail. Moi, j'ai plusieurs amis dont c'est le cas actuellement. Ils ont pris la table de la cuisine. Là. Je ne pense pas que ça va faire l'affaire pendant une période de plusieurs mois, plusieurs années. Et si l'employeur finit par leur dire « On va te donner 250 par mois pour un espace de bureau puis travaille de chez vous », peut-être que ça va être pensé différemment, non? C'est sûr que nous, on fait du résidentiel commercial, des multilogements à étages, des choses comme ça. Moi, ce que je vois présentement, ça va être un beau défi pour les architectes. Oui. Dans les multi-étages, la distanciation dans des 3,5, des 4,5, des 5,5, mais dans le corridor, les gens se croisent. Les ventilations de tous ces gros projets-là de 40 logements, 50 logements, de 100 logements, il faut ventiler. Il faut avoir des beaux défis d'ingénierie, d'architecture. Présentement, on ne voit rien de spécial arriver comme plan, mais je crois que dans un avenir rapproché, là, il y a beaucoup d'architectes qui vont se creuser la tête pour améliorer les aires de vie. Mais oui, l'idée, comme tu disais, d'avoir des nouvelles pièces, plus bureaux à la maison, ça va sûrement faire son petit bonhomme de chemin dans un avenir rapproché. Parce que de plus en plus de gens, là, actuellement, on se parle via webcam. Moi, il y a 2 mois à peine, j'ai une entreprise de communication. Je n'avais pas la haute vitesse. Je ne travaillais pas avec 2 écrans. Là, c'est des choses que j'aurais plus jamais le choix. Tout est nouveau. La sono était bonne parce que, bon, on faisait certains enregistrements, mais la pièce est plus acoustique aussi pour que ça soit plus agréable en réunion ou lorsqu'on tourne des épisodes comme on le fait actuellement. Alors, probablement, quelqu'un va avoir plus de vision, j'ai l'impression, pour essayer de rendre le milieu résidentiel agréable aussi, au moins une pièce qui est un peu séparée de la maison. Là. Oui, mais c'est sûr que moi, je trouve ça dur. Présentement, le télétravail, parce qu'on est habitué de travailler avec nos gens. Tous les jours, je vais voir les gens, ils sont dans le bureau, je vais lui parler à tous à chacun. Je fais mes tournées d'usine. Donc, le télétravail, là, il faut que je les appelle mais c'est moins spontané présentement que quand je vais les voir à tous les jours dans les bureaux. Le contact humain, on est habitué à ça, donc... OK. Comment ça se passe, justement? Vous m'avez mentionné les deux qu'il y avait du télétravail qui se faisait, évidemment, pour le secteur administratif. David, les employés, comment ils prennent ça? Est-ce qu'il y en a qui sont contents de rester chez eux? Évidemment, on n'est pas 2 heures dans le trafic comme à Montréal. Moi, j'ai des amis que c'est leur quotidien, mais là, ils ne veulent plus retourner à Montréal travailler. Là. Maintenant, ils sont sur la
Rive-Sud ne veulent plus jamais retourner au bureau, là, parce que sauf 2 heures par jour, mais c'est pas le cas ici en Estrie. Drôlement, tous mes gens sont partis en télétravail, mais je te dirais que ceux qui ont voulu vraiment revenir au bureau, c'est les plus jeunes. Ils ne voulaient pas rester à la maison, ils sont revenus avec leurs ordinateurs et leurs installations. J'ai des gens, les plus techniciens plus seniors, ils restent à la maison pour l'instant. C'est sûr que là, on travaille pour améliorer tout le réseau Internet pour la communication plus rapide. Donc, on investit. Chez les employés. Ben oui, parce que nos logiciels sont pesants ou on a des gros logiciels, il faut que l'Internet soit très efficace. Donc, OK. on travaille présentement là-dessus. Là, on est en grosse phase d'amélioration Internet. Bien, justement, une entreprise qui va vouloir agrandir, peut-être qu'à un moment donné, les espaces de bureau, on va plus les voir chez nos employés dans certains cas, plutôt qu'ajouter des pieds carrés qui sont souvent coûteux là, dans le commercial. Ben, nous, on a 2 techniciens à Laval, on a 2 techniciens à Thetford. On était déjà habitués un peu en télétravail, sauf que là, on a vraiment misé fort là, sur ce côté-là, cet aspect-là, en maximisant l'Internet de nos gens. Là. Et ça manque un peu de communication entre nous. C'est un travail il faut se réadapter. Pierre-Luc, chez vous, ça s'est passé comment dans les bureaux? Est-ce que c'est un peu la même chose que chez Vision? Oui, bien, au début, quand le confinement était, quand la fermeture est annoncée, bien, là, tout le monde est tombé en télétravail. L'administration fonctionnait à équipe très, très réduite pour conserver, parce qu'on recevait encore des paiements de clients, puis nous autres, on voulait payer nos fournisseurs, ce qui était très important pour nous autres. Fait qu'on gardait justement l'argent en mouvement pour supporter tout le monde. Et justement, tous nos chargés de projet étaient en télétravail. Fait que là, c'était une adaptation assez rapide, mais plateforme de communication pour ça, parce qu'un peu comme que David dit, mais le contact humain, on est fait pour ça. Il y en a des moins sociables que d'autres, mais on a quand même... On ne sera pas en affaires. Les dirigeants d'entreprise... On a tout un plaisir à communiquer et à discuter entre nous. Donc, c'est ça. On a positionné des outils pour ça. Un peu comme David, on est en train de voir comment on va pousser ça une étape de plus. Quand que la permission a été accordée de redémarrer la construction, mais nous, avec les bureaux qu'on a, chacun a son bureau fermé, on a proposé, on a laissé la possibilité à notre personnel de revenir au bureau, puis beaucoup étaient très contents de pouvoir revenir, mais on a des mesures sanitaires très strictes à l'interne qui font en sorte que ça change la dynamique. On désinfecte 2 fois par jour, lavage de mains avant de rentrer au bureau, un registre, pareil comme sur nos chantiers à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Pour la suite, reprendre un peu la question que tu avais, pour la suite, comment que je vois ça dans les espaces à bureau? Bien, oui, le télétravail, c'est un plus, mais on le voit encore pour si c'est nécessaire pour pallier à quelque chose. Mais télétravail tout le temps, je ne pense pas qu'il y a rien qui démontre assez qu'on va être aussi productif en télétravail qu'au bureau avec une synergie d'équipe qu'on est capable de prendre 5 minutes, aller voir notre collègue et avoir une discussion visuelle. On est en vidéoconférence, mais c'est rien comme être one-on-one. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir comment que ça va faire. Là, on n'a pas le choix. Mais après ça, comment ça va évoluer, j'ai hâte de voir. Les espaces peuvent diminuer drastiquement pour certains types d'entreprises ou de services, mais d'autres, je vois mal comment on pourrait diminuer drastiquement les espaces de bureau. Ça va être plus par des moyens sanitaires, que ce soit au traitement de l'air, de ventilation, des matériaux, des mécanismes d'ouverture de porte, ces choses-là, pour limiter les contacts. Mais après ça, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Pour moi, c'est important de voir du monde et de communiquer. Donc, c'est le défi. La communication elle va être plus complexe. Bien, puis évidemment, le gros de vos employés sont sur les chantiers. Là, il y a une réalité physique là, où la construction ne se fera pas en télétravail, ça c'est clair. Là. C'était plus dans le secteur administratif. C'est ça, mais secteur bureau, c'est ça que je disais. Avec nos infrastructures qu'on a, nos espaces de bureau, ben on s'est permis le retour au travail pour ceux qui étaient à l'aise et beaucoup étaient à l'aise en fonction des mesures qu'on a mises en place. Et je pense que ça démontre que le monde a besoin encore de contact humain à 2 mètres de distance, évidemment. Oui. Mais tout ça change. Quand on fait on ne rencontre plus de clients directement, c'est vidéoconférence, tout ça change. On était chanceux,
on avait décidé de se faire une salle de vidéoconférence au début de l'année, en janvier, puis là, elle n'a jamais été autant utilisée. Ben oui, là, finalement, ça a été un bon investissement dans les circonstances. Oui, exact. C'est une question de timing, mais là, on parle d'en ajouter une deuxième. Tu sais, elle est tellement sollicité que, oui, là, je le fais de mon portable, de mon bureau, mais des fois, quand on est à 5-6 ou quoi que ce soit, des fois, oui, on a une table qui permet d'avoir une distance entre chaque, mais il va y avoir des remaniements de bureaux qui vont être Ça, ouais, ça c'est un choc. Pour avoir une grande salle de cours, ben, elle n'est plus assez grande, même si on avait 6 personnes maximum, là, ça devient un problème parce que le 2 mètres ne sera pas respecté. Là, ça serait peut-être 1,5 mètre. Et je suis comme reconnu pour avoir quand même une bonne salle, de l'espace. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est une réalité qui est totalement différente. Alors, les salles de conférence, parfois, on disait que c'est trop gros pour rien. Finalement, ça ne sera peut-être pas si gros que ça. Là. Ils sont tous devenus trop petits. Effectivement. Vous êtes, tous les deux, vous êtes jeunes pères de famille. Je pense que tes enfants, Pierre-Luc, sont un petit peu plus jeunes que ceux de David. Ils ont quel âge? 1 an et demi puis 4 ans et demi. Celui de 4 ans et demi, je me répète souvent qu'il est rendu à 4 ans et demi. L'autre, elle ne sait pas. Oui, la demi est importante. Rendu à 50, c'est moins important. Mais quand on est jeune, c'est important. David, ils sont d'âge secondaire, les enfants? Oui, 13 ans, 14 ans. OK. Alors, eux, ils vont avoir fait 6 mois sans être allés à l'école, rendu au mois de septembre, à peu près. Oui, et mes enfants, disons, s'ennuient de l'école. Mais respectivement, chacun leurs écoles. Puis là, ils s'ennuient vraiment de ça. Mon garçon, il est venu ici au bureau aujourd'hui pour faire son école. Puis en même temps, on le fait travailler des petites tâches dans l'usine. Il se ramasse des sous en même temps. Là. Ça le tient occupé. Là. OK. Ben, oui, mais c'est un bon côté. S'ennuyer de l'école, ça permet peut-être de rester accroché à l'école puis de se rendre jusqu'au diplôme parce que c'est pas tout le monde qui... Comment on conjugue... vous avez 2 familles, en fait. Vous avez votre famille chez vous, vous avez votre famille au travail parce que, qu'on le veuille ou non, vos employés, c'est un peu une autre famille. Comment on réussit à partager le temps, surtout dans cette période-là où les dirigeants travaillent encore plus qu'avant? Pierre-Luc? Bien, on n'avait pas d'horaire avant, mais là, on en a encore moins. Où l'horaire, la période de travail le soir, elle a allongé pas mal. Donc, ma femme aussi là, est en télétravail, donc ça, puis avec nos enfants, mais là, plus de garderie, tout ça. Puis juste pour ajouter, mais mon plus vieux s'est cassé le tibia le 25 avril. Fait que, ça facilite tout ça. Fait que là, on s'est fait des plages horaires. Moi, je retourne à la maison à telle et telle heure, puis on s'ajuste, puis on fonctionne ensemble. Ça va bien, mais c'est un méchant challenge à gérer. Mais non, c'est ça. On s'adapte, puis c'est pour ça qu'elle a peut-être l'air un peu plus fatiguée que quand on s'est vu finalement, mais on fait plus tard. Quand on a des jeunes enfants, on a déjà beaucoup de mérite de conjuguer. Il y a une période dans la vie là, aux jeunes enfants, le travail, etc., qu'on soit propriétaire ou non, c'est beaucoup de sport, particulièrement quand ils ont ces âges-là, en fait. On finit juste plus tard, puis on fait des choses. Moi, j'ai toujours eu comme méthode de travail de finaliser certains dossiers, peu importe l'heure qui va être quand je vais terminer. Puis je continue là-dedans, mais je termine un peu plus tard. David, chez vous, je pense que vous travaillez les deux au même endroit. Ta conjointe travaille... Moi, ma conjointe Josiane fait les ressources humaines. Elle fait les ressources humaines ici pour l'usine, puis elle en fait une partie en support pour le magasin de Saint-Denis, donc chez Giantil. Donc, elle travaille à 2 endroits en ressources humaines. Puis, elle fait un peu de courtage immobilier à travers ça aussi. Oui, de minuit à 4 heures du matin, avant des maisons aussi, je pense. Oui. Donc, on est très occupés. Par chance, nous, nos enfants, comme sont plus vieux, sont autonomes, sont capables de se faire à manger. Je ne veux pas toujours juger la qualité de nourriture qu'ils mangent, mais au moins, que tu serais mal placé. Je ne veux pas déterrer des souvenirs, mais tu serais mal placé pour juger un peu. J'ai déjà eu une gastronomie différente un peu, oui. D'ado, on va dire ça. D'ado, c'est ça. Mais vous habitez en campagne, il y a de l'espace, je pense que c'est pas un problème là-dessus, mais c'est plus à un moment donné qu'on se demande un peu quoi faire quand on a cet âge-là. Moi, je sais que rester chez nous à 15 ans, ça m'aurait moins tenté, là. Oui, j'ai mon garçon, je laisse prendre sa moto quand même, mais j'essaie de lui demander de ne pas tester des nouvelles choses. Attendre qu'on rester dans le standard pour pas qu'il y ait d'accident pendant que... Oui, parce que
Pierre-Luc mentionnait que son fils s'était fracturé le tibia. Je dis, mon Dieu, David va trouver que c'est anodin comme accident, ça, le fracture du tibia. Je voulais juste dire à Pierre-Luc, c'est c'est juste le début. Ouais, quand j'étais jeune, j'ai pas assez de doigts sur mes mains pour les compter, mes péripéties. Avec là, lui, c'est sa première. Puis c'était juste plate que ça arrive là. Mais, regarde. Mais j'ai toujours dit qu'on payait un peu pour ce qu'on était. Chaque fois que je reçois un bulletin, je me rappelle cette pensée-là. Les parenthèses, c'est une des seules places que je ne voulais pas aller, c'était à l'urgence pendant le temps de ça. Puis je veux dire que c'est très, très bien géré Oui. au CHU. Ça m'a rassuré, puis c'est pas inquiétant d'y aller. Puis c'est ça qu'on lisait, puis les urgences sont vides. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est très bien géré, c'est trié en rentrant, tout ça, fait que ça rassure. Dans vos milieux respectifs, est-ce que des gens ont attrapé le virus? Moi, proche, non. C'est certain qu'on a nos travailleurs, vu qu'ils qui ont étudié au 24 juin, ces choses-là, souvent ils rencontrent des infirmières en devenir, puis fait qu'on a plusieurs de nos travailleurs qui ont des infirmières ou comme conjointes. Conjointes. Mais en ce moment, tout va bien. Toutes les fois qu'il y avait des questionnements, tout ça, mais les procédures sont respectées, la vie est faite, puis ainsi de suite. Fait qu'on on est très content de voir comment notre personnel réagit, puis la vie n'est pas longue, puis après ça, les mesures sont mises en place. Mais en ce moment, on n'en a pas trop. On le voit un peu en Estrie, là, qu'il n'y a pas d'explosion de cas. Fait que je pense qu'on peut être fier de comment c'est géré en Estrie. Avez-vous des chantiers dans la région de Montréal actuellement? Sur l'île, non. En Montérégie, oui, on en a à Granby. On en a quelques-uns à Granby. Puis c'est un peu similaire. Il n'y a pas trop de problématiques là. Je pense que c'est surtout comment on véhicule le message de comment on veut que la sécurité soit faite sur nos chantiers, comment que les mesures soient mises en place. Puis on a été vraiment très ferme là-dessus que c'est très important, puis on va être catégorique sur ça. On n'a pas de passe-droit. C'est plate, mais on ne peut pas se permettre de risquer quelque chose puis contaminer un groupe. Donc, ça là-dessus. Il y a tout un débat autour des masques, particulièrement cette semaine. Là, ça s'est amplifié. Chez vous, chez Longer, est-ce que le port du masque est obligatoire? Ou? On suit les directives de la CNSST. C'était masque ou lunettes, les deux ensemble, ou une visière de protection. Donc, nous autres, on a opté pour la visière de protection. Fait qu'on est dans nos préparatifs, mais on a passé avant la vague de tous ceux qui essayent d'en acheter en ce moment, qu'il n'y en a plus. Donc, ça, c'est sur les casques, c'est une visière pleine et ça fait la protection quand les travailleurs ne peuvent pas respecter le 2 mètres. Donc, on a fourni ça à tous nos travailleurs, à tous nos chargés de projet. Tout le monde en a. On a aussi des masques non médicaux, mais on a des masques qu'on a achetés aux besoins. Et donc, c'est ça. Donc, on s'était préparé peut-être un peu trop, mais là, on est content d'avoir pris les mesures un peu plus prévoyantes qu'il le faut, puis on est très content de ça. Effectivement. David, les travailleurs de l'étranger, vos travailleurs mexicains sont demeurés ici. Oui. Eux, sont demeurés ici parce que là, tous les vols, tout est annulé, donc il n'y avait pas de retour possible. Ouais, c'est plus sécuritaire aussi, là. Oui, je dirais que même pour eux, ils trouvent ça bien parce qu'ils voyaient quand même, parce que je fais beaucoup de rencontres avec mes employés, un peu pour décrire la situation, ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'il y en a, comment ça se passe. Et mes travailleurs étrangers, j'avais une personne qui fait une traduction, puis ils se sont sentis quand même en sécurité. Ils travaillaient au même endroit, dans les mêmes mesures, puis ils retournaient tous ensemble dans les maisons qui sont ici à côté. Donc, ils se sont sentis bien là. Ils sont toujours en contact avec leur famille, puis... OK. C'était ma prochaine question. Est-ce que là-bas, comment ça se passe? As-tu des échos un peu? Est-ce que, parce que là, si la famille va mal au Mexique, à un moment donné, l'employé veut pas, il y a un impact un peu sur son moral? Présentement, je suis allé sonder un petit peu, puis tout a l'air à bien aller pour eux aussi. Là. Souvent, c'est des jeunes et travailleurs qui viennent du centre du Mexique. C'est pas dans la partie touristique ou très populeuse. C'est des côtés agricoles, c'est côté... Donc, les travailleurs que j'ai, eux aussi ont une bonne distanciation.
lieu où ils habitent en temps normal. Bien, tu sais, j'en ai souvent parlé à la radio lorsque vous aviez amené ces travailleurs-là. Je vous félicite encore une fois parce que ça avait été très bien fait. C'est une belle richesse qu'on a. Je trouve que ça amène vraiment un plus la mixité avec nos Québécois d'origine. Je trouve que les gens ont beaucoup à apprendre. Moi, j'ai énormément d'immigrants, de néo-canadiens comme clients qui veulent être meilleurs en français. Puis des leçons incroyables, là, tu sais. Ça nous permet d'apprécier ce qu'on a au Québec, là, parce que à travers leurs yeux. J'ai beaucoup de travailleurs aussi hispanophones, mais qui habitent à Sherbrooke. C'est des gens qui habitent, qui sont citoyens canadiens, mais qui sont Colombiens. Colombiens, Honduras, des gens comme ça. Et puis, ils viennent travailler chez nous, puis on leur offre la formation français. Le professeur de français vient en travail. Donc, pour eux, ça facilite. Au lieu d'aller à l'université ou d'aller, ils viennent au travail, ils font le cours et ensuite, ils s'en vont au travail dans l'entreprise. Pierre-Luc, chez vous, en aviez-vous embauché au fil des années? Non, mais on ne peut pas nous dire. La construction sur les chantiers, ça prend des cartes de métier et tout ça. Donc, on n'a jamais pu opter pour cette façon-là. Puis on est très content de voir. Il se fait beaucoup de bouche à oreille entre nos travailleurs. Puis quand on a des besoins, mais on utilise nos canaux de communication. Puis souvent, c'est comblé assez rapidement. C'est sûr que l'année passée, ça a été un méchant challenge d'aller chercher des travailleurs parce que la construction marchait à fond de train. Puis cette année, ça partait pour un peu dans la même lignée. Effectivement. Mais, on est très, très, très content de l'équipe qu'on a. Et c'est pour ça qu'on s'assure de tout mettre les moyens de sécurité en place pour les conserver et de les rassurer. Bien, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup, un peu comme David disait, qui reçoit beaucoup de curriculum vitae et l'appréciation d'une entreprise qui est stable et qui traverse à travers une tempête, ça va devenir un plus là, pour des employés. Alors qu'on on aurait donné cet argument-là à des gens il y a 3 mois, puis ça aurait à peine compté. Mais là, de dire, regardez, là, quand il y a une crise, bien, cette entreprise-là est capable de passer à travers, a diversifié un peu ses sources de revenus, est capable de nous garder à l'emploi. Je pense que ça va être des critères qui vont être davantage considérés par la main-d'œuvre. C'était une des craintes de nos employés quand c'est arrivé. Qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise? Est-ce qu'on va être capable de passer à travers et tout et tout? Je suis quand même chanceux. On a hérité d'une entreprise qui est solide, qui est bien structurée. Et, donc, encore là, dans mes partages que je faisais régulièrement avec les employés, de les sécuriser, que oui, on va être encore là après. C'est une période dure, tout le monde va y goûter un peu, on va tout être ébranlé, mais on va passer à travers. Donc, ça a sécurisé beaucoup nos employés. Ils sont contents de pouvoir travailler dans une entreprise solide. Ce qui est plaisant, comme Pierre-Luc le disait, c'est que tes bons employés vont t'en référer d'autres. Et souvent, un peu dans la même catégorie, aviez-vous besoin chez Longitude de rassurer un peu le personnel? On n'a pas senti le besoin de le faire ou là, il faut qu'on fasse quelque chose. On a plus pris un peu les devants. Puis justement, des vidéos d'information, comme que je disais au début, au début, on le faisait plus rapproché. Après ça, c'était 1 par semaine. On faisait une capsule vidéo. On en a même fait une qui a duré au-dessus de 15 minutes avant la réouverture pour vraiment tout donner les mesures et présenter tout ça. Donc, on le faisait systématique. Puis c'était très apprécié de nos travailleurs, puis même le personnel de bureau, tout ça, tout le monde a apprécié cette démarche-là. Donc, on a continué et justement, garder notre monde informé. Des fois, quand tu n'as pas d'information, tu te la fais. Fait qu'on essayait de lui donner toute l'information qu'on pouvait donner pour justement les rassurer, puis ça l'a très bien été. Parfait. En terminant, messieurs, comment vous... qu'est-ce qu'il y aura eu de bon? Quel aura été le bon côté? Parce que les entrepreneurs voient toujours l'opportunité derrière une épreuve. Là, on vit collectivement probablement la plus grande épreuve de notre vie, là, à l'âge qu'on a. Ça va être quoi l'opportunité derrière cette épreuve-là chez Usium, au groupe Anctil, par exemple? Bien, l'opportunité, c'est justement dans le chaos que le COVID a créé. Tout est possible. Tout était possible. Il faut juste voir, être optimiste, puis regarder les opportunités, qu'est-ce qui sort en avant de nous. Puis, on a pu remodeler plusieurs facettes des entreprises. Ce n'est pas des grands coups d'éclat, mais des petites facettes qui nous ont amené des excellents résultats qu'on a pu remodeler justement parce que le COVID nous a donné l'opportunité de sortir de notre zone de confort. Même si on est des entrepreneurs, même si on fait ça tous les jours,
des fois, on tombe dans une zone de confort nous-mêmes pour se déstabiliser régulièrement. Le COVID nous a obligés à aller dans un coin un peu, puis aller chercher des ressources. Puis, Parce qu'en croissance économique, ça roule, on ne se pose pas trop de questions et on a des fois cette tendance à penser que ça va toujours être comme ça. On voyait arriver une récession, mais là, ce n'est plus une récession, là. C'est complètement différent. On la voyait peut-être pour 2021. Quand ça monte pendant 10 ans, à un moment donné, tu dis ça va finir par arrêter, là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous avez modifié? Tu parlais de petites choses. As-tu un exemple? ben, c'est sûr que là, on était en effectif réduit, il fallait produire. Donc, il a fallu réinventer certains postes de travail de nos employés pour qu'ils puissent faire 2 actions au lieu d'en faire une dans l'entreprise. Donc, multitâche qui fonctionne très bien, qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. OK. Et on a pu récupérer des employés pour mettre à d'autres tâches. Quand on avait une pénurie d'employés, là, on était dans le feu de l'action, mais là, ça nous a permis de remodeler un peu dans ces coins-là. Un peu tout. On retravaille nos estimations, on retravaille tous les petits détails. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Oui, c'est vrai. Là, on l'a déterré. Là. Le visage du diable, on l'a vu. Pierre-Luc, Auclair, l'opportunité qui va se trouver derrière cette crise-là? Ben, c'est une opportunité que, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Juste que là, ça l'accélère beaucoup. Le COVID a accéléré ça. La construction, c'est le deuxième secteur le moins informatisé ou le moins numérique. Le seul moins que nous, c'était la chasse et la pêche. Donc, nous, on était déjà là-dedans. Puis ça l'a juste. On a été très contents de voir qu'on était dans la bonne lignée. Puis là, on est juste dans la phase accélérer tout ça. On avait un plan stratégique sur 5 ans. On l'a peut-être mis en 2, puis certaines choses en 1 an. Donc, c'est ça. Toute crise nous force à revoir nos méthodes de travail. Puis celle-là, ça fait juste nous forcer à accélérer le pas. Et on est content de la direction qu'on a prise il y a quelques années. Puis on continue dans cette lignée-là. Comme David disait, des fois, c'est juste des petites choses. Puis, tu sais, là, on a eu, oui, une période plus tranquille, mais cette période plus tranquille-là, on a revu nos processus ou, à tout de moins, on les a redessinés. On a fait un mapping de tout ça pour voir si on n'a pas moyen d'optimiser. On a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. On n'a pas vraiment arrêté pendant le confinement. On a diffusé les tâches à chacun. On s'est réparti tout ça pour prendre la période d'accalmie puis faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire dans les autres années qu'on était surchargé par le travail exécuté et on n'avait pas le temps de se concentrer sur notre quotidien. Et c'est vrai qu'à travers les opérations courantes, il y a des choses qui prennent énormément de temps parce qu'on a plein de choses, mais lorsqu'on a un arrêt, on accomplit en très, très peu de temps ce qui aurait pris une éternité avant. On regarde le volume de travail accompli, si on veut, juste pour opération de l'entreprise. Je pense qu'on n'aurait même pas pu imaginer ça, faire ça en 1 an, ce qu'on a fait dans les 6 dernières semaines. Donc, là-dessus... Il y a un bon côté à ça aussi. Un bon côté, l'opportunité était là, on l'a saisi pour ça. Puis après ça, c'est qu'on continue dans notre lignée. Puis on a juste pu mettre un peu un mode fast track qui est couramment utilisé en construction dans notre processus de numérisation puis de se rendre plus performant. On estime qu'on est très performant, mais on veut l'être encore plus. Parfait. Messieurs, je vous remercie infiniment de votre temps. Je sais que vous êtes très occupés, mais ça a été fort agréable. C'est une émission que j'avais annoncée et qui est très attendue. On va la partager via notre chaîne YouTube. On va vous envoyer les liens. Mais ça a été le fun d'avoir la vision de jeunes dirigeants. David, est-ce que tu avais complété ta formation à l'École d'entrepreneuriat de Beauce? Oui, c'est fait. C'est terminé en octobre dernier, mon 2 ans de parcours à l'École d'entrepreneurship. As-tu parlé à des collègues de classe? Parce que là, ce sont des dirigeants souvent d'entreprises, mais très différentes. Comment ça se vit? On était une belle cohorte. On était 25 entrepreneurs et chaque vendredi, en fin de journée, on se faisait un Zoom, un Skype, un Team. Puis, justement, on partageait comment on voyait ça, où on était rendu. On s'entraidait entre nous beaucoup. Beaucoup d'informations que je recevais. Parce qu'il y en avait aussi des gens dans le manufacturier, j'ai des gens dans le détail, il y avait des gens dans toutes les sphères, donc effectivement, on pouvait s'entraider. C'est excellent. Alors, merci beaucoup. Bon succès. Je vous souhaite une bonne saison estivale. Le ministère de la Santé publique a annoncé que le golf serait permis, mais j'ai l'impression que ça ne vous touchera pas beaucoup tous les deux. Non.
Non. Peut-être vos pères à la retraite ou à la pré-retraite, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le golf va être permis parce qu'il devait avoir un gros lobbying de nos boomers en particulier. Puis ça va être une bonne chose d'aller prendre l'air un peu. Alors, merci, bonne saison estivale. Merci beaucoup. Denis. Merci. Alors, pour vous, je vous retrouve en Facebook Live probablement pour un prochain épisode de Bienvenue chez Malo. Merci beaucoup et à la prochaine.